Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle est en route sur les chemins de la philosophie à la rencontre d'une expérience à la fois douce et amère. Bonjour Marlène Zarader. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. C'est le piano de Brad Mehldau qui nous met dans l'état propice pour parler d'Heidegger aujourd'hui. Vous êtes professeur émérite de philosophie contemporaine à l'Université de Montpellier, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et l'auteur de plusieurs ouvrages sur Heidegger, dont un formidable Lire et traitant aux éditions Vrin. Alors ça tombe bien, c'est ce qui nous occupe cette semaine. Lire et traitant, c'est comme un défi, et vous en proposez dans ce livre une lecture linéaire. C'est selon vous la meilleure façon de lire ce livre ? Je ne sais pas si c'est la meilleure façon, mais c'est une manière d'essayer de rendre possible la lecture, parce que cette lecture n'est pas évidente. Quelqu'un qui ouvre pour la première à être étant et qui essaie comme ça de le lire naïvement aura du mal. Donc un livre qui suit, ou un commentaire qui suit de manière linéaire l'ordre du livre permet d'accompagner le lecteur et de l'aider à franchir les difficultés pas à pas, tout doucement, en faisant que finalement, vers la fin, eh bien, il peut continuer tout seul. Alors on parle de Être étant depuis lundi, mais pour rappel, Heidegger est né en 1889 à Meßkirch en Allemagne. Il finit sa thèse de doctorat en 1914, devient professeur à l'université de Marburg, fief des néo-kantiens en 1923. Mais un obstacle l'empêche d'être titularisé, il n'a pas assez publié. C'est donc dans l'urgence et pour des raisons administratives qu'il rassemble à la hâte des notes et paragraphes qui devaient donner lieu à un ouvrage et qu'il décide de publier en 1927. C'est donc Être étant. C'est un ouvrage exaltant, passionnant, mais aussi difficile, exigeant, parfois écrit en grec dans le texte et qui prétend apporter quelque chose de résolument nouveau à la philosophie. Il s'agit de prendre au sérieux, c'est-à-dire d'affronter la question de l'être que 25 siècles de métaphysique auraient tout simplement laissé de côté. Alors on a parlé de la mort, du bavardage, de l'être, justement, tous ces aspects de l'existence humaine qui sont abordés afin de définir ce qu'est l'être et ce que signifie une existence authentique. Rappelons aussi que l'ouvrage, qui rencontre très vite un succès universitaire, a par ailleurs ouvert des décennies de polémiques, encore bien vivantes aujourd'hui quant à l'apport réel de ce texte dans l'histoire de la philosophie. Plus récemment, la publication en Allemagne des Cahiers noirs de Heidegger, dans lesquels il soutient des propos explicitement antisémites, a ravivé rétrospectivement les polémiques autour de l'œuvre de ce philosophe qui, 6 ans après la publication d'Être étant, alors qu'il était recteur de l'université de Fribourg, avait également sa carte au Parti national-socialiste allemand, le parti nazi, qui ne le rendra qu'en 1944. Aujourd'hui, Marlène Zarader, pour ce dernier temps, une question que nous n'avons pas encore abordée et qui pourtant est centrale dans Être étant. On a parlé donc du Dasein, ce terme qu'Heidegger emploie pour qualifier l'homme, même s'il n'y a aucune traduction qui correspond vraiment, l'homme à la fois seul face à la mort et toujours ouvert aux autres. On a parlé de l'existence quotidienne, du bavardage, et nous n'avons jamais encore parlé, cette semaine en tout cas, du monde. Alors, qu'est-ce que le monde pour Heidegger? Comment peut-il penser un monde dès lors que le Dasein est à la fois ouverture aux autres, mais seul face à la mort? Quelle place y a-t-il pour le monde? Alors, Heidegger ne pense pas le monde séparément. Il pense le monde comme une dimension du Dasein, une dimension de ce qu'il appelle l'être au monde, puisque au départ il se donne le Dasein.
Bon. Et il se demande comment le définir, comment le caractériser dans son être. Pour cela, dit-il, il faut la première détermination qui s'impose au regard, c'est celle de l'être au monde, qu'il présente comme la constitution fondamentale du Dasein. Alors cet être au monde comprend 3 moments, l'être qui est au monde, c'est-à-dire le Dasein, le monde, et leur rapport, c'est-à-dire l'être A. Et Heidegger commence, c'est le début de l'analytique existentielle, c'est-à-dire de l'analyse des structures d'être du Dasein, il commence par le rapport. Il demande que veut dire être à quelque chose, en quel sens le Dasein est-il au monde. Alors avant même d'essayer de définir l'être au monde et par là le monde, puisque c'est la question que vous m'avez posée, je voudrais insister sur l'importance qu'a le fait de commencer par l'être au monde. Parce que on part du Dasein. Heidegger pourrait choisir une des déterminations traditionnelles de l'homme, dire il est conscience, il est raison, il est sujet, etc. Et au lieu de ça, il commence par le fait que l'homme n'est jamais donné de façon isolée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le définir à partir de lui-même. La première chose qui se donne au regard et dont il faut donc partir, dont le philosophe doit partir pour caractériser l'être de l'homme, c'est que dès qu'il y a Dasein, un monde est déjà ouvert en même temps que lui. Dès qu'il y a Dasein, alors pour pas parler tout de suite de monde, il faudrait dire, dès qu'il y a Dasein, le Dasein est en rapport à un objet ou à un monde d'objets, et donc il faut penser le rapport avant même d'essayer de définir l'homme, puisque c'est ce rapport qui caractérise finalement le Dasein. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, tout à fait, c'est-à-dire que l'homme est toujours déjà pris dans des relations. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que Heidegger commence par l'être au monde. Et c'est seulement à partir de l'être au monde qu'il va s'employer à définir aussi bien le Dasein que l'homme, que le monde. Que le monde. Et avant d'en revenir à la définition du monde, vous avez raison, procédons comme Heidegger. Il propose une première distinction. Ça, on est au paragraphe 12 du deuxième chapitre d'Être et Temps, la première esquisse de l'être au monde orientée sur l'être au en tant que tel. Les titres sont effrayants, hein, faut pas s'en formaliser. Il distingue, dans ce paragraphe, ce que signifie être au monde et être dans le monde. Quelle est la différence, Marlène Zarader ? Alors, on a 2 types distincts de relations qui sont caractéristiques de 2 types d'étangs ontologiquement différents. Alors l'expression est un peu barbare, oui, disons, aidez-nous. Des étangs qui n'ont pas la même manière d'être, tout simplement. La relation de l'être dans, c'est une relation dans l'espace qui peut se dire de 2 étangs subsistants, c'est-à-dire, dans le vocabulaire de Heidegger, les étangs subsistants sont les étangs qui sont à la manière des choses, qui sont posés là. Il dit aussi étang intramondain. Un étang intramondain, dans le monde. Dans le monde. Les étangs subsistants, lorsqu'on est dans ce registre-là, un étang peut être dans un autre. La relation, en revanche, de l'être à ne peut se produire qu'entre le Dasein et ce à quoi il se rapporte. Elle doit donc être décrite de manière radicalement différente. L'eau, je crois que vous avez déjà cité ce genre d'exemple. Le Dasein n'est pas dans la pièce comme l'eau est dans le verre. Alors, il est vrai que le Dasein a un corps, qu'il se situe dans l'espace. C'est ce que Heidegger nomme la facticité du Dasein, son caractère de fait. C'est un fait. Il est là. Bon. Mais cette facticité n'est pas assimilable à la subsistance des étangs, puisqu'elle est la facticité d'un existant. Et donc, il faut comprendre cette facticité à la lumière de l'être au monde, et non pas le contraire. C'est-à-dire que pour réfléchir à la manière qu'a l'homme d'être au monde, il faut prendre en compte que l'homme, ou le Dasein, n'est pas un objet comme les autres. Exactement. Il entretient un rapport particulier au monde. Il a une autre manière d'être. Alors on va essayer de définir ce qu'est cette manière d'être en continuant à lire ce texte, cette fois-ci interprété par le comédien Yvan Morane. Nous allons avoir certains exemples qui, cette fois-ci, c'est plus l'eau dans le verre, mais la table qui se trouve près de la porte ou la chaise qui touche le mur. Et on va voir ce que le fait d'être près de quelque chose, de toucher quelque chose, est bien différent que l'être au monde, qui est celui du Dasein, c'est-à-dire de l'homme. Écoutez.
Nous exprimons ordinairement que deux étangs subsistent ensemble en disant par exemple que la table se trouve près de la porte ou que la chaise touche le mur. Pourtant, à strictement parler, on ne peut prétendre qu'ils se touchent, et cela non pas parce qu'en fin de compte, un examen plus précis saurait toujours constater un intervalle entre la chaise et le mur, mais parce qu'en principe la chaise, même si l'intervalle était nul, ne pourrait toucher le mur. Pour qu'elle le puisse, il faudrait que le mur fût pour une chaise à rencontrer. Un étang ne peut toucher un étang subsistant à l'intérieur du monde que s'il possède originellement le mode d'être de l'être A. C'est-à-dire si, par son être là, le monde se trouve déjà pour lui découvert, monde à partir duquel l'étang peut se manifester à lui et être accessible en son être subsistant. Deux étangs simplement subsistant à l'intérieur du monde et de surcroît en eux-mêmes, sans monde, ne peuvent jamais se toucher. Aucun d'eux ne peut être près de l'autre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h12, et c'est le 4e temps de notre série sur Être et temps, l'ouvrage de 1927 de Martin Heidegger. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'existence du monde pour les êtres humains que nous sommes. Être au monde, c'est pas comme être dans le monde. Et dans le texte qu'on vient d'entendre, Marlène Zahrader, finalement s'esquisse une définition du monde. En tout cas, pour que deux choses se touchent, qu'il puisse y avoir un contact, on dirait qu'une chaise puisse être près d'un mur, il faut qu'il y ait monde. Absolument. Absolument. Si on reprend, donc si on a dit jusqu'ici que être au monde n'était pas simplement être dans le monde. Alors, si on essaye maintenant de définir plus positivement ce qu'est être au monde, on dira, et j'ai déjà dit, c'est être en rapport à, mais ce qu'ajoute ce texte, c'est que pour être en rapport à, il y faut une ouverture préalable. C'est ça le point essentiel. Le Dasein est en rapport avec des choses, avec d'autres Dasein, avec lui-même, il les touche, il s'en rapproche ou il s'en éloigne, etc. Bon. Mais pour que de tels rapports soient possibles, il faut qu'ils s'inscrivent dans un horizon d'ensemble déjà ouvert, qui est précisément le monde. Les étangs intramondains, c'est ce que dit le texte qu'on vient d'écouter, les étangs intramondains n'entretiennent pas, ne peuvent pas entretenir de rapport c'est-à-dire entre les objets, parce qu'ils sont sans monde. Le Dasein, lui, est au monde, au sens où en même temps que lui, est toujours déjà ouvert à un horizon familier à partir duquel il peut rencontrer des étangs. En fait, être au monde, c'est se tenir dans cette ouverture. Et alors, juste un point avant qu'on aille plus loin sur la question du monde, pourquoi Heidegger pourquoi en français on a gardé Dasein? Parce que j'imagine, on prend cette émission en cours de route, vous entend parler du Dasein, pourquoi Dasein et pas homme ou être humain? Parce que homme est chargé, le mot homme est chargé de connotations qui tiennent à l'histoire de notre pensée, à l'histoire de la métaphysique, etc. Et que Heidegger voulait proposer une approche de l'homme qui se tienne à distance de ces déterminations traditionnelles. Donc le mot homme aurait été déjà chargé de signification. Et pour cette raison-là, il valait mieux un mot en quelque sorte vierge. Bon. Une autre raison pour laquelle il parle de Dasein plutôt que d'homme, c'est que dans sa conception qu'il s'emploie à justifier dans Einstein, dans sa conception de l'homme, finalement, l'homme est lui-même fondamentalement par son rapport à l'être. Or, le mot Dasein dit cela. En allemand, da, c'est là, sein, être, c'est être là. Absolument. Et donc, à la fois le mot Dasein désigne l'homme et en même temps il désigne ce qui
fait sa spécificité d'homme, à savoir qu'il est le lieu où l'être peut en quelque manière se révéler et qu'il n'est lui-même que parce qu'il est ce rapport à l'être. C'est déjà une certaine définition de l'homme, C'est déjà une quand on parle certaine de Dasein, définition de l'homme. dont la première des caractéristiques est, vous l'avez dit, le fait d'être en relation avec, d'être ouverture aux autres. Oui. Est-ce que ça veut dire que le monde, revenons-y, le monde n'est pas un espace clos, mais le monde est, pour le Dasein, tout ce qui l'entoure, tout ce de quoi il est fait? Absolument. Tout ce qui l'entoure, tout ce qui lui est familier, tout ce qui fait sens pour lui, tout ce à quoi il peut se rapporter, tout ce à quoi il se rapporte, ou il peut éventuellement se rapporter. Bref, le monde, c'est l'ensemble. Enfin, le monde, tout dépend de quel monde on parle. Mais la façon dont le monde se donne pour lui au départ, c'est cette façon-là, c'est-à-dire comme ensemble de tout ce qui le préoccupe, au fond. Et est-ce que nous avons un monde commun ou est-ce que chacun a son monde? Chaque Dasein a son propre monde. Alors là, il faut introduire le concept de monde ambiant, en fait. Bon, monde ambiant. Oui, le monde ambiant, l'Umwelt. Le monde ambiant, c'est la façon dont... c'est le premier visage du monde, celui que le monde a dans l'existence quotidienne. Bon, de prime abord et le plus souvent, mon rapport au monde est un rapport au monde ambiant. Bien. Alors ces mondes ambiants sont très différents les uns des autres. Je n'ai pas le même monde ambiant selon que je suis paysan, artiste, etc. Cela dit, bien qu'ils soient tous très différents, puisqu'il y a un système référentiel, si vous voulez, qui est différent selon les individus. Mais bien que tous ces mondes ambiants soient différents, il y a des structures caractéristiques de tout monde ambiant. Et c'est ça que Heidegger veut décrire, et ces descriptions sont particulièrement passionnantes. Une autre question qui se pose à partir de la spécificité de l'être au monde du Dasein, c'est celle de savoir, on l'a dit, le Dasein n'est pas au monde comme un objet au monde, mais est-ce que son rapport au monde est le même que celui d'un animal, par exemple, qui lui pourtant est vivant, n'est pas un objet, et en relation aussi avec d'autres animaux? Écoutez Derrida, c'était en 1999 sur France Culture, au micro d'Alain Weinstein, qui à la fois pose cette question du mode d'être de l'animal et exprime peut-être sa réserve par rapport à la réponse qu'Heidegger propose. Heidegger dit que l'animal, il dit des choses contradictoires à ce sujet, que l'animal a un monde, mais qu'il est pauvre en monde. La pierre, dit-il, n'a pas de monde, elle est weltlos. L'homme figure ou forme un monde, il est weltbildend, et l'animal est pauvre en monde. Et je crois que l'analyse de ces textes très riches de Heidegger de 1929-30, ces textes de Heidegger sont à la fois extrêmement riches, provocants, nouveaux. Heidegger prend en compte, ausculte tout un savoir sur l'animal, mais en même temps, selon moi, reproduit un certain nombre de présuppositions, alors, oserais-je dire cartésiennes, classiques, sur l'animal, privé de langage, privé de mort, privé, en un mot, de l'apparaître comme tel. Heidegger dit, l'animal a un rapport notamment au soleil, à la chaleur, à la pierre, mais il n'a pas de rapport à ces choses-là comme tel. C'est le comme tel de la phénoménalité en tant que tel qui lui manque. Et donc la possibilité proprement phénoménologique, si vous voulez. Même si c'était vrai, il resterait encore à prouver que l'homme, ou le Dasein, lui, a un rapport pur au comme tel, par exemple à la mort comme tel, et ça me paraît problématique. Autrement dit, dans ce débat, je n'essaie pas de donner à l'animal, à ce qu'on appelle l'animal, encore avec ce singulier général très problématique, je ne sais pas de donner à l'animal ce qui en général est réservé à l'homme, mais aussi bien de poser la question de savoir si l'homme a ce qu'on lui attribue en propre, s'il a un rapport à la mort comme tel, s'il a un rapport au langage pur comme tel, etc. Et c'est ce déplacement logique que j'essaie d'amorcer. Le lézard ne se trouve pas simplement sur la pierre chauffée au soleil. Il a recherché la pierre, il a l'habitude de la rechercher. Éloigné d'elle, il ne reste pas n'importe où,
il la cherche de nouveau. Qu'il la retrouve ou non, peu importe, il se chauffe au soleil. C'est ainsi que nous parlons, bien qu'il soit douteux qu'en cette circonstance, il se comporte comme nous, lorsque nous sommes allongés au soleil, et bien qu'il soit douteux que le soleil lui soit accessible comme soleil, bien qu'il soit douteux qu'il puisse faire l'expérience de la roche comme roche. Néanmoins, son rapport au soleil et à la chaleur est autre que le rapport de la pierre qui se trouve là et est chauffée par le soleil. On est tenté de dire ce que nous rencontrons là comme roche et comme soleil, ce sont pour le lézard, précisément, des choses de lézard. Alors voilà comment formuler la question, Marlène Zahrader, qui va nous aider à préciser ce concept de monde que nous explorons aujourd'hui. Derrida dit qu'Heidegger lui-même dit que c'est pas que l'animal n'a pas de monde, c'est qu'il est pauvre en monde. Et le texte d'Heidegger, alors un peu après être étant, c'est un extrait de son cours de l'année 1929-1930, les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude, qui prend l'exemple du lézard, le dit très clairement. Mais la roche et le soleil pour le lézard, ce sont des choses de lézard. C'est pas le même monde que le nôtre, que celui du Dasein, n'est-ce pas? Absolument. C'est-à-dire que l'animal aussi a un Umwelt, mais qu'il vaudrait mieux traduire dans ce cas-là, plutôt si on réserve le mot de monde ambiant au monde de l'homme, il vaudrait mieux le traduire par monde environnant. Donc Heidegger reconnaît que l'animal a un monde environnant, qu'il se rapporte à des étangs, à des choses, etc. Mais ce que l'animal n'a pas et que l'homme a, c'est, alors Derrida le disait bien, le rapport au comme tel, mais Derrida renvoie ce comme tel à de grandes questions comme le langage comme tel, la mort comme tel, etc. Il me semble que Heidegger utilise cette idée de comme tel beaucoup plus, de manière plus primitive, enfin plus simple. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que lorsque moi, homme, ou femme, je me rapporte à la chose, je peux la saisir en tant qu'elle est et qu'elle est ce qu'elle est. Bon, c'est peut-être pas très clair comme formulation, en tant que tel, mais en tant que tel. C'est-à-dire que l'animal se rapporte, mettons, au moment du repas, il se dirige vers son écuelle pour manger, il a bien un rapport à l'écuelle, à la pâtée qui est dedans, etc. Mais il ne peut à aucun instant, en tout cas selon l'analyse de Heidegger, il ne peut à aucun instant opérer ce très léger recul qui consiste à se rapporter à l'écuelle comme écuelle, au fait que l'écuelle soit et qu'elle soit une écuelle. Bon, c'est ça le comme tel, c'est pas seulement pour le langage, la mort, etc. C'est les choses, se rapporter aux choses en tant qu'elles sont. Or, cela, l'homme seul en est capable justement parce qu'il a un rapport à la question de l'être. Il peut se rapporter à son propre être et il peut se rapporter aux choses en tant qu'elles sont. Et tout cela, ça a lieu pour lui, ça se joue dans l'ouverture du monde, raison pour laquelle l'ouverture du monde environnant de l'animal n'est pas assimilable à l'ouverture du monde ambiant de l'homme, parce qu'il n'y a pas ce comme tel, il y a simplement un rapport, disons, sans distance ou sans recul aux choses. Ce qui veut dire que l'environnement, l'Umwelt, pour prendre le terme allemand utilisé par Heidegger, qui est indissociable du Dasein, donc des êtres humains que nous sommes, exclut les animaux. C'est-à-dire que c'est quand même l'homme c'est un monde d'humains que nous décrit Heidegger. Et les animaux ont leur monde, nous avons notre propre monde, on est loin d'une pensée de l'écologie qui impliquerait une nature commune, un environnement commun, et qui pourrait penser une manière de composer ensemble dans ce même monde. À la lumière des très nombreux travaux qui sont faits aujourd'hui en philosophie de l'animalité, etc., Heidegger considère l'animal d'une manière encore très traditionnelle. C'est ce que lui reproche Derrida, et peut-être qu'il a pas de tort. Cela dit, même dans une optique plus contemporaine qui prend en compte beaucoup plus qu'autrefois le
le vécu de l'animal, je pense que quelque chose de la distinction de Heidegger pourrait être maintenu quand même. Même si c'est de manière moins abrupte qu'il ne le fait. Je crois qu'on ne peut pas comparer la manière d'être au monde de l'animal. Enfin, on peut comparer, mais on ne peut pas identifier la manière d'être au monde de l'animal et la manière d'être au monde de l'homme, tout simplement parce que ce questionnement qui est propre à l'homme, me semble-t-il, n'appartient pas à l'animal. Voilà, la question c'est de savoir si de cette différence, on en déduit une hiérarchie ou pas. Voilà. On va continuer avec vous la lecture d'être étant sur cette question de monde parce qu'on découvre au paragraphe suivant, on était plutôt dans le paragraphe 12, là dans les paragraphes 14 et 16, on découvre qu'en fait, ce monde ambiant dont vous parlez, ce qui nous entoure, qui est peut-être composé de cette ouverture aux autres, en tout cas ouverture à des relations qui m'ouvrent au monde, eh bien, est composé aussi d'outils. Comme si les choses qui étaient devant moi apparaissaient d'abord non pas en tant que telles, mais comme outils, comme choses fonctionnelles qui sont peut-être à mon service, dont je peux m'emparer. C'est assez surprenant, non, Marlène Zarader ? Oui, c'est un des aspects les plus intéressants de la phénoménologie conduite dans Sein und Zeit. Sein und Zeit, je dis juste, c'est être étant en allemand. Être étant, excusez-moi, on a l'habitude, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est pas par coquetterie, on a pris l'habitude de garder le mot Dasein et de garder le titre allemand d'être étant. Bon. Oui, l'un des apports les plus intéressants, à mes yeux en tout cas, de Heidegger, c'est de montrer que à l'intérieur du monde ambiant, ce qui se donne à moi à titre d'étant, ce n'est justement pas comme on l'a toujours cru, des choses. En fait, ce qui se donne à moi, c'est un type d'étant particulier que Heidegger nomme outil ou ustensile, Zeug, mais qu'il ne faut pas entendre au sens habituel du mot outil en français. C'est beaucoup plus large que l'outil de l'ouvrier. Un marteau, c'est un outil, mais des chaussures, un journal, un train sont des outils. On appellera outil tout ce qui sert à quelque chose, tout ce que les étangs en tant qu'ils sont pris dans un usage. Or, ce que montre Heidegger, c'est que il faut arriver à décrire le mode d'être de l'outil, c'est-à-dire la façon dont les étangs se donnent à moi dans la préoccupation de l'Umwelt. Et ce mode d'être est complètement différent de celui des choses. Alors on va écouter le texte où Heidegger propose cette description de l'outil. Écoutez, c'est interprété par le comédien Yvan Morin. L'outil est essentiellement quelque chose pour. Les divers modes de ce pour constituent un complexe d'outils. La structure pour contient un renvoi de quelque chose à quelque chose. Conformément à son ustensilité, un outil n'existe que par son lien à un autre outil. L'écritoire, la plume, l'encre, le papier, le sous-main, la table, la lampe, les meubles, les fenêtres, les portes, la chambre. Ces choses ne commencent pas par se manifester chacune pour elles-mêmes, pour constituer ensuite une somme de réalités propre à remplir une chambre. Ce qui s'offre à nous de prime abord, bien que nous ne le saisissions pas thématiquement, c'est la chambre. Et à son tour, la chambre ne se présente pas d'abord comme un vide délimité par 4 murs dans un espace géométrique, mais comme un outil d'habitation. C'est lui qui fait apparaître comme mobilier les objets contenus dans la chambre, et c'est en lui que se distinguent les différents objets d'usage pris individuellement. Un complexe d'outils doit s'être déjà découvert avant même qu'un de ceux-ci puisse être discerné. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h29. Nous parlons toujours d'être étant de Heidegger cette semaine, aujourd'hui en compagnie de la philosophe Marlène Zarader. Il est toujours surprenant, Marlène Zarader, quand on lit être étant, de voir qu'au-delà de la question de l'oubli de l'être, des considérations proprement métaphysiques qui impliquent le fait de proposer un nouveau vocabulaire pour penser l'être, parce que la philosophie ne serait pas allée assez loin, on trouve des considérations sur
l'existence quotidienne, on l'a vu hier, hein, le bavardage, les on-dit, et puis aussi sur les outils, quelque chose de très concret, de très pratique, hein, c'est le cas de le dire. Juste à l'écoute de ce texte, on peut se dire, mais si chaque chose qui est autour de nous est définie comme un outil, il y a une dimension très dominante de l'homme dans le monde qui serait comme si s'il peut s'emparer de chaque chose comme un outil, eh bien chaque chose serait à son service. Ça peut mettre un peu mal à l'aise. C'est pas moi je le vois pas comme ça. C'est pas qu'il peut s'en emparer. Heidegger porte le projecteur sur la façon dont les choses lui apparaissent, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il peut les rencontrer. Et il montre, donc c'est pas lui qui transforme les choses en outils, ce sont les étangs qui, au lieu de se présenter sous la modalité de la chose qui repose en elle-même, qui est là dans l'espace, qui est indépendante, etc., se présentent d'une autre manière. C'est une description phénoménologique. C'est-à-dire qu'il décrit ce qui est. Les phénomènes tels qu'ils sont. Il décrit ce qui est, ou plus exactement, ce qui se montre, la façon dont ça m'apparaît. Voilà. Et ce qu'il montre, donc il se pose la question, finalement, qu'est-ce qui se passe quand je suis en train d'ouvrir une porte ? Comment la porte m'apparaît-elle au moment où j'en fais usage ? Oui, mais l'apparition pourrait être, selon les individus, selon les Dasein, autrement que sous le registre de l'utilité. Voir cette porte peut m'apparaître, disons, d'une manière beaucoup plus poétique, par exemple, ou esthétique qu'utilitaire. Pas sous le registre de la préoccupation. C'est-à-dire ? Quand je suis dans le registre, quand je suis dans le registre de la préoccupation, je suis dans un registre où chaque étang renvoie à un autre étang. Et dans la mesure où les renvoie, puisqu'il est fait pour autre chose, il sert à quelque chose. Et donc, lorsque je prends mon stylo pour écrire, le fait est que c'est une structure, si vous voulez, incontournable, le fait que je ne regarde pas mon stylo. Non seulement je ne le regarde pas, mais le stylo ne m'apparaît pas dans sa forme, dans sa texture de choses. Je le dépasse immédiatement vers son usage, qui est l'écriture de la page, et la page elle-même, je ne la regarde pas vraiment, ou elle ne s'impose pas à moi. À chaque fois, ces étangs sont de telle sorte qu'ils ne s'imposent pas au regard, et même ils se font oublier au profit de leur usage. Bon, tant que je suis dans ce mode, sous ce registre de la préoccupation, je ne peux pas, je crois, me rapporter autrement à la table ou au stylo. Il y faut une modification de ce registre premier. Alors cette modification, ça pourra être, Heidegger en étudie les conditions dans les modes déficients de la préoccupation, etc. Si tout à coup l'outil me résiste, alors je vais le regarder et quelque chose de sa nature de chose va pouvoir m'apparaître. De même, si on se donnait d'autres conditions que Heidegger ne se donne pas, en tout cas dans un Insight, je pourrais me rapporter, porter sur la porte, si on peut le dire, un regard de type esthétique. C'est ça. Bien. Mais ça ne peut pas être un regard premier. Il faut une modification, une suspension de la préoccupation. La contemplation n'est pas première. La contemplation n'est pas première. Elle est nécessairement seconde et il faut une modification du rapport premier, de la façon première dont les étangs se donnent à moi pour que d'autres façons de se donner soient envisageables. Mais je ne vois pas là une action de l'homme qui serait utilisateur, etc. J'y vois plutôt la distinction entre des modalités d'apparition des choses, et pour moi c'est l'un des aspects forts de la pensée de Heidegger, cette distinction des modalités d'être. Définir les choses qui l'entourent comme des outils, c'est quand même aussi définir ce mode de relation comme étant utilitaire. Mais d'ailleurs sans forcément porter de jugement sur cette relation-là. Mais c'est plus que simplement décrire les choses telles qu'elles nous apparaissent. Faire intervenir le critère de l'utilité, c'est déjà induire un certain rapport, une certaine nature de relation entre moi et les objets. Vous avez raison, mais est-ce que c'est pas cette nature de relation qui est première, spontanée? Et est-ce qu'il ne faut pas penser d'abord ce type de relation première pour ensuite en étudier les modifications? Voilà la question que je pose. Oui, c'est la question qui se pose en effet, parce que tout dépend ce qu'on entend par premier. Est-ce que c'est chronologiquement l'être qui naît au monde, qui découvre le monde, ne sait pas que les objets ont une utilité? Il y a d'abord une appropriation qui est esthétique, sensuelle, où un bébé va toucher une bouteille d'eau sans savoir à quoi elle sert. Et ensuite, on apprend. Ce que je veux dire, c'est que la relation d'utilité, utilitaire, s'apprend.
Elle n'est pas un donné? Ça se discute. Il faudrait y réfléchir, mais je crois que ça se discute. Je pense qu'il ne faut pas donner un sens trop étroit au mot utilitaire, c'est plutôt l'usage. Et donc, vous avez raison probablement que le bébé n'est pas directement dans l'usage, il est dans quelque chose qui serait d'ailleurs assez difficile à décrire. Oui, peut-être plus de découverte, mais bon, je ne sais pas, la question se pose. En tout cas, ce que Heidegger nous dit plus loin dans les traitants, il faut quand même qu'on avance dans cette lecture, Marlène Zahrader. Il nous reste un point qu'on n'a pas abordé, qui est absolument essentiel. C'est que le monde, on a compris maintenant que le Dasein, donc l'homme avec ses caractéristiques, était ouverture au monde, donc ne pouvait pas être pensé sans ces relations qui l'ouvrent à autrui ou à autre chose que lui-même, qu'on n'est pas au monde comme on est dans le monde, que le monde qui l'entoure est fait d'outils, donc d'objets dont on peut se servir, qui ont une utilité, c'est comme ça qu'ils nous apparaissent en premier, mais surtout, et là on nous fait un bond vers le paragraphe 40 des traitants, c'est que ce monde surtout nous est révélé, et que cette révélation a lieu dans et par le phénomène de l'angoisse. Oui. Marlène Zahrader. Alors, il faut distinguer, à partir de ce point, on ne peut plus parler de monde en général, il faut distinguer entre le monde ambiant, tel qu'on en a parlé jusqu'ici, et ce que Heidegger appelle le monde comme tel, ou monde en général, Überhaupt. Quelle est la différence entre les deux, même quelle est l'opposition? Le monde ambiant a été défini comme le lieu de la familiarité, de la significativité, du chez-soi fondamental. Le monde comme tel va apparaître comme étant exactement le contraire. Il est le lieu de l'Unheimlichkeit, l'inquiétante étrangeté, du dépaysement radical. Le Dasein s'y découvre hors de chez soi. Aux yeux de Heidegger, cette hors de chez soi est notre condition originaire, c'est la vérité de notre être au monde. Bon. Mais il est en quelque sorte masqué dans la quotidienneté du monde ambiant et masqué par cette quotidienneté. On comprend du coup que pour que le monde comme tel apparaisse, il faut que l'Umwelt, le monde ambiant, se fissure ou s'effondre. Et c'est ça qui a lieu dans l'angoisse, selon Heidegger. Ce qui explique que ce qui angoisse l'angoisse, nous dit Heidegger, est complètement indéterminé. Écoutez. Rien de ce qui est à notre disposition ou de ce qui subsiste à l'intérieur du monde ne peut remplir le rôle de ce qui angoisse l'angoisse. Le monde prend un caractère de complète insignifiance. Ce n'est ni ceci ni cela que dans l'angoisse nous rencontrerions et qui s'inscrirait comme menaçant dans un tout finalisé. C'est pourquoi encore, l'angoisse ne voit s'approcher ce qui menace ni d'un ici, ni d'un là déterminé. Que le menaçant ne soit nulle part caractérise ce qui angoisse l'angoisse. L'angoisse ne sait pas ce dont elle s'angoisse. Ce nulle part ne signifie pourtant pas rien, mais évoque d'une manière générale les entours, c'est-à-dire la révélation du monde à un être A, essentiellement spatial. Ce qui menace ne peut donc pas davantage venir d'une direction déterminée, ni s'approcher au-dedans d'une proximité quelconque. Il est déjà là. Et pourtant, il n'est nulle part. Il est si proche qu'il serre la gorge et coupe le souffle, et pourtant, il n'est nulle part. Ce qui angoisse l'angoisse, c'est le monde en tant que tel. La complète insignifiance qui s'annonce dans le rien et nulle part n'indique pas une absence de monde, mais avertit au contraire que l'étang intramondain a perdu toute importance en lui-même, et que, sur le fond de cette insignifiance de l'intramondain, il n'y a plus que le monde qui puisse, dans sa mondanéité même, s'imposer encore. Alors là, on est au cœur des traitants Marlène Zahrader, dans cette dimension absolument glaçante qu'est l'angoisse, que Heidegger décrit à merveille. On voit exactement à quoi il fait référence, et pourtant, c'est bien là tout l'intérêt de l'angoisse, on a beaucoup de mal à la décrire, à dire ce qui se passe quand nous sommes angoissés. Heidegger tente de mettre des mots sur cette expérience. Peut-être une manière de commencer à la décrire pour comprendre ce qu'il dit, c'est que l'angoisse n'est pas la peur, c'est même l'inverse.
C'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose alors qu'on ne sait pas devant quoi on est angoissé. Oui, oui, oui. En fait, bon, je crois que le texte est assez remarquable, le texte qu'on vient d'entendre. Je crois qu'il y a deux choses dans ce texte. Il y a d'abord, vous venez de le dire, une description phénoménologique de l'expérience de l'angoisse, autant qu'on puisse la décrire, puisqu'elle est précisément insaisissable. Ce qui angoisse n'est rien, il n'est nulle part, et à la lumière de ce rien et de ce nulle part qui s'impose tout soudain à nous, tout quelque chose et tout quelque part se voit frapper d'insignifiance. Il se produit un effondrement de tout ce qui faisait sens à l'intérieur du monde et qui constituait le monde du Dasein quotidien. Alors, il me semble que cette description ou cette analyse de l'angoisse est phénoménologiquement exacte. Elle rend effectivement compte du phénomène de l'angoisse. Il suffit d'interroger l'angoissé pour qu'il dise spontanément que vraiment... plus rien ne tient, plus rien n'a d'importance, plus rien n'a de réalité. L'insignifiance, ça c'était le concept qui exprime voilà. ça. Donc ça, c'est la première dimension du texte et elle me semble assez incontestable. Mais il y a une seconde chose dans ce texte et qui, elle, est propre à Heidegger, parce que la description pourrait être faite par quelqu'un d'autre au fond, mais ce qu'il ajoute, ça lui est propre, c'est l'interprétation qu'il donne de cette expérience, puisque toute chose se retire, alors ce qui reste, c'est le monde comme tel. Or, on aurait pu penser que quand toute chose se retire, il reste rien. Enfin, c'est ce que je penserais personnellement. Heidegger l'admet d'ailleurs, mais il ajoute attention, rien d'étant, rien d'intramondain, donc le monde. Voilà. Et du coup, ce qu'il nomme le monde comme tel échappe complètement à ce qu'il avait décrit comme étant le monde à partir du monde ambiant, la familiarité, la significativité, l'orientation, etc., etc. Alors, la question, il me semble qu'on peut se poser, en tout cas la question que je me pose, c'est pas de savoir si, Heidegger, à travers l'expérience de l'angoisse, montre que l'angoisse est à l'origine d'une révélation. Bon, on peut admettre cette révélation, on peut admettre que ce soit notre condition originaire, l'Unheimlichkeit, l'étrangeté, le hors de chez soi, etc. Mais est-ce qu'on peut donner à ça le nom de monde? En tout cas, si c'est le cas, c'est un monde profondément hostile. On est toujours plus, étranger, jamais chez soi, absurde, il est inhabitable. Et on y meurt. Il est totalement inhabitable. Donc est-ce que ce lieu inhabitable auquel l'angoisse nous donne accès et qui est peut-être révélateur de notre condition originelle, c'est pas ça que je mets en cause, mais est-ce que ce lieu inhabitable peut être appelé un monde? C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas plutôt un pur dehors? C'est vous qui posez la question. C'est moi qui pose la question. Parce que pour Heidegger, la réponse est oui. Pour Heidegger, c'est le monde comme tel. Mais ce monde comme tel est tellement abstrait de toutes les conditions qui font monde qu'on peut se demander s'il mérite encore le nom de monde. En tout cas, je me le demande et je pense que Heidegger a fini par se le demander parce que après Sein und Zeit, il a abandonné ce clivage entre monde ambiant et monde comme tel. Il a réunifié le monde, justement dans le cours sur les concepts fondamentaux de la métaphysique et puis surtout dans la très belle conférence L'origine de l'œuvre d'art en 1936. À ce moment-là, les deux sont réunifiés. Et il admet l'idée qu'à travers le monde ambiant a une sorte de profondeur qui fait qu'il peut donner accès au monde. Le monde de la paysanne dans l'origine de l'œuvre d'art, c'est aussi le monde. Mais c'est aussi le moment où il introduit le terme de terre. Oui, il substitue la terre à la nature et au monde. Mais en tout cas, le monde s'est réunifié et probablement, donc Heidegger lui-même a dû sentir les limites de ce clivage entre le monde ambiant de la familiarité et un monde comme tel qui serait une pure étrangeté. Voilà. Et de ce conflit-là, de cette difficulté-là, va naître beaucoup de tentatives de définir ce qu'est un monde, en tout cas de ressaisir
ce que l'angoisse révèle de l'être au monde. Je pense notamment à la nausée de Sartre, qui révèle exactement cette expérience-là, en termes sartriens, donc toujours phénoménologique, mais de manière aussi narrative et incarnée. Ah, attention, il ne révèle pas exactement cette expérience-là. Chez Heidegger, l'expérience de l'angoisse révèle une sorte de vide abyssal. La nausée chez Heidegger... Chez Sartre chez Sartre, excusez-moi, c'est l'expérience du trop-plein, c'est l'expérience d'un être qui... D'un dégoût devant le trop-plein de l'être. Il n'y a pas cette expérience du vide. À mon avis, c'est une expérience presque opposée. Le vide est celui du sens chez Sartre. C'est l'absurde, ce qu'il appelle l'absurde. Oui, mais l'absurde vient du trop-plein de l'être, d'un être qui est sans justification, saturation de l'être, ouais. Et non pas de ce rien, de cet abîme vers lequel nous dirige plutôt la pensée de Heidegger. Ce qui veut dire donc, en toute cohérence, dans Être-temps en tout cas, les réflexions qu'Heidegger nous livre sur le monde conduisent à une forme d'absence de monde. En fait, on en arrive presque à cette conclusion. Oui. Marlène Zahrader. À une sorte de pure mondanéité à laquelle on a ôté tous les éléments de contenu et qu'on peut donc interpréter soit comme le monde purement, c'est ce que fait Heidegger, soit comme une absence de monde. Et comme un pur dehors, je reprends à Blanchot le terme de dehors, mais parce que le dehors, c'est vraiment ce qui est hors monde, ce qui est inhabitable, innommable, et je crois que ce que Heidegger nomme monde comme tel, ressemble à ce dehors de Blanchot. Alors on va se quitter avec un chanteur heideggerien, figurez-vous, on en a trouvé un qui se demande à quel prix, à quelles conditions est-ce qu'on peut changer le monde. Il s'agit de Joe Dasein. C'est drôle, tu es parti, et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Un grand merci à vous, Marlène Zahrader, d'être venue nous parler de Heidegger aujourd'hui. Merci à vous, Adèle. C'était un plaisir de vous entendre en parler. Je renvoie à votre ouvrage « Lire, être étant » de Heidegger, Chevrin. Chaque personne qui a lu ce livre en dit le plus grand bien. Il paraît que vous aidez à lire Heidegger, c'est quand même très très précieux. Alors n'hésitez pas, chers auditeurs. Vous avez également écrit sur Blanchot, L'être et le neutre, et puis aussi Lequel suis-je? Un très beau titre. Là, on est bien loin d'Heidegger, mais des travaux plus personnels aux éditions Les Belles Lettres. On mettra toutes les références de ces ouvrages en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. N'en parlons plus. Et la vie continue. La vie continue et l'émission aussi avec Géraldine Mosna-Savoie qui vient de s'installer en studio pour ces 2 minutes papillons quotidiennes. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Alors tous les jours vous nous parlez d'un livre de philosophie qui vient de paraître, vous nous donnez envie de le lire et aujourd'hui il y a un lien direct entre l'émission du jour sur Heidegger et le livre dont vous nous parlez aujourd'hui. Mais exactement, Adèle, une fois n'est pas coutume, j'ai l'occasion aujourd'hui de vous parler d'un ouvrage pour 2 actualités, pour 2 raisons. Alors la première que vous n'avez pas donnée, mais c'est que comme chaque mois, en vertu de notre partenariat avec Philosophie Magazine, je vous parle d'un ouvrage présenté dans les pages livres du magazine. Et il s'agit de ce mois-ci, et c'est la deuxième raison, c'est la principale raison pour vous en parler, des 2 premiers cours qu'Heidegger a prononcés
à l'université de Fribourg en 1919, ce qui tombe donc à pic pour notre semaine sur Être et temps, et d'autant plus que le philosophe y esquisse pour la première fois sa pensée à venir, celle qui sera donc déployée dans cet ouvrage majeur, et on retrouve un certain nombre de thèmes que vous avez abordés aujourd'hui. Alors avant de revenir sur ces thèmes, sur le contenu de ces cours qui ont pour tâche quand même colossale, comme l'indique le titre, de proposer une définition de la philosophie, il faut signaler que ces deux cours sont inédits. Leur publication est un événement dans le monde de l'édition et de la philosophie. Elle inaugure toute une entreprise de réédition au seuil et de retraduction plus claire, plus proche de la langue originelle des textes d'Heidegger. C'est donc un événement. Mais l'événement, c'est aussi bien sûr, et là on revient sur le contenu, ce qu'on y découvre, avec cette question incontournable, comme je le disais, la question des questions même que l'on devrait se poser avant de faire de la philosophie ou en lisant. Qu'est-ce que la philosophie? Et plus précisément, qu'est-ce que peut être la philosophie par rapport à la vie vécue? Comment peut-elle la rendre, l'appréhender, l'objectiver sans la dévitaliser? Alors ce sont des questions frappantes, surtout quand elles émanent d'un penseur que l'on peut voir de loin, que l'on peut voir loin de la vie, avec ces termes compliqués de facticité, d'étant ou d'être. Mais justement, cette traduction nous le révèle comme un philosophe plus proche de l'existence, qui ne veut ni la réduire à la connaissance ni à des valeurs, qui veut détruire, déconstruire ces barrières et nous fournir la méthode pour que nous réussissions, je cite, à sauter dans un autre monde, ou plus exactement, à sauter pour la première fois dans le monde comme tel. Comme tel. On retrouve le comme tel, Marlène Zarader, dont on parlait pendant cette émission. C'est donc vers une définition de la philosophie sans prétention. Sans prétention, mais c'est Heidegger et c'est au seuil. Merci Géraldine. Et donc j'en profite pour rappeler effectivement notre partenariat avec Philosophie Magazine, qui propose dans son dossier de juin 2017 donc, un dossier intitulé « Quelle part d'enfance gardons-nous ?» Et oui, on trouve aussi Emmanuel Macron, vu par Paul Ricoeur, Carl Schmitt, Karl Marx, John Rawls, Platon par Badiou, l'humanité est-elle capable de justice, et un cahier central sur Schopenhauer qui parle donc du génie de l'enfance. Si vous vous intéressez à l'enfance, lisez donc Philosophie Magazine de ce mois-ci, car nous sommes effectivement le 1er juin. Aujourd'hui, un grand merci à Livia Gary qui a préparé cette émission. L'équipe des Chemins de la Philosophie, c'est Nicolas Bouteloup, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Olivier Bétard qui a réalisé cette semaine, Anthony Thomasson qui est à la prise de son aujourd'hui, Yvan Morane qui a prêté sa voix à Heidegger. Cette semaine, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, nous parlerons des stoïciens, une philosophie de l'exigence. C'est le titre du livre de la philosophe Christelle Veillard, paru aux éditions Ellipse. Elle sera là en studio pour nous en parler. À 11h sur France Culture, eh bien, vous allez boire du café avec Florian Delhomme. Bonjour Florian. Bonjour.